d'habitude mon écran pour que vous puissiez suivre cette présentation. Donc normalement, vous avez la vue sur mon écran avec une console Device Lock Management Console qui est démarrée. Alors avant de démarrer la présentation de Device Lock, est-ce que vous connaissez ce produit ou pas du tout? Bon, alors on va reprendre depuis le début. Alors en fait, c'est un produit russe développé donc en Russie et comme je disais tout à l'heure, qui est un produit de DLP, Data Loss Protection, donc qui empêche la fuite des données. Alors comment ça fonctionne? En fait, c'est comme un antivirus, c'est-à-dire que c'est un agent, un service qui s'installe au niveau de chaque terminal. Donc chaque poste client qui serait susceptible de participer à la fuite des données, en gros les postes des utilisateurs, hein, sur lequel on va pouvoir donc grâce à cet agent Device Lock paramétrer des règles qui vont par exemple bien bloquer la copie de fichiers sur des clés USB ou encore sur des smartphones, empêcher l'impression de certains fichiers, etc. Donc, pour vous présenter un petit schéma assez intéressant sur le site Device Lock, qui explique rapidement comment ça fonctionne. Alors, ce schéma, voilà, explique un peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a un réseau et sur chacun des postes clients que l'on veut protéger, on va installer le service Device Lock et ce service va permettre de bloquer, comme je le disais, des smartphones USB. Je peux mettre peut-être un petit peu plus grand. Voilà. Donc des smartphones, mais aussi depuis la version 7, on a des nouveaux modules. C'est-à-dire qu'en version 6, la version 7, pour information, est arrivée en début d'année 2011. Sur la version 6, on ne pouvait protéger que les périphériques locaux de type en fait, pour être plus précis, Device Lock il agit au niveau de trois couches. La couche des ports, au niveau des périphériques et au niveau des fichiers. Et dans la version 6, on pouvait protéger tous les ports locaux tels infrarouge, les ports USB, le port Wi-Fi, enfin le module Wi-Fi. Non, bien que Wi-Fi, ce sera plus un périphérique. Donc après, on parle de périphériques, ça va être des removable, donc médias movibles, tels que des disques durs externes ou clés USB, des smartphones, des imprimantes. Et au niveau des fichiers, on pouvait agir sur le type de fichier, c'est-à-dire en gros créer des règles où on va dire, eh bien, j'autorise la copie des fichiers Excel sur clé USB, mais je n'autorise pas les fichiers Word. Et dans la version 7, puisque dans la version 6, c'était déjà assez bien ce qu'on pouvait faire, mais on pouvait bloquer tout ce qui est périphériques locaux, etc. Mais généralement, dans une société, on a aussi des boîtes mail, des accès réseau sur Internet, etc. Et dans cette version 7, eh bien, on peut protéger aussi tout ce qui est au niveau des protocoles réseau. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir agir aussi sur l'envoi des mails, FTP, réseaux sociaux, webmail, etc. Donc on a vraiment une version complète puissante et on a aussi un nouveau module dans la version 7 qui s'appelle le Content Lock et qui lui agit non seulement au niveau des fichiers mais au niveau du contenu des fichiers. C'est-à-dire que dans la version 6, on pouvait bloquer, dire, comme je disais, une règle qui indique de refuser la copie de fichier Excel et d'autoriser les fichiers Word, par exemple. Dans la version 7, avec ce module Content Block, on va aller plus loin puisqu'on va pouvoir dire j'autorise la copie des fichiers, sauf tous les fichiers qui contiennent le mot confidentiel ou qui contiennent une chaîne de caractères spécifique, tel un numéro de sécurité sociale, un numéro de carte bleue, une adresse, etc. Ce qui fait que là, avec cette version 7, on a vraiment
comment dire, la possibilité de vérifier tout ce qui pourrait sortir par n'importe quel média, protocole, etc. Tout ce qui pourrait sortir du poste client. Non, c'est alors quand on parle de la version 6 et qu'on disait au niveau du type de fichier, quand je disais donc bloquer par exemple la copie d'un fichier Excel et autoriser les Word, c'était bien par rapport au type de fichier, ce qui est contenu en fait l'entête du fichier, hein, et pas l'extension. C'est-à-dire qu'un petit malin qui se dit je vois que les fichiers Excel sont autorisés, pas les fichiers Word, bah, le fichier Word que je veux sortir sur ma clé USB, je le renomme en fichier XLS, ça fonctionnera pas, hein. Maintenant, avec, comme je disais, la version 7, on est même plus, on est au-delà hein, du type de fichier, dans le sens là, on va pouvoir dire tous les fichiers, sauf ceux qui contiennent le mot confidentiel ou une chaîne de caractères précise. Donc là, on va au-delà puisqu'on va vraiment dans le contenu, au niveau du texte, etc., du fichier. Et donc les serveurs Device Lock, eux, vont servir. Il y a deux types de consoles. Il y a une console entreprise qui va permettre notamment de faire le déploiement du service Device Lock, c'est-à-dire l'installation. On va pouvoir faire la désinstallation en mode push. On va pouvoir faire la configuration des postes clients via du push. Et on a une console de management, elle qui permet de se connecter au serveur et d'avoir la remontée des audits où on va voir qu'on a une fonction dans DeviceLock qui permet de faire de la copie masquée. C'est-à-dire que plus en termes de j'autorise la copie de certains fichiers sur clé USB. Par contre, je veux contrôler, je veux savoir qu'est-ce que les utilisateurs copient sur leur fichier USB, sur leur disque ou clé USB. Et donc pour ça, on a une fonction qui s'appelle shadow copy, copie masquée, qui en fait, en même temps que l'utilisateur copie le fichier sur sa clé, eh bien ce fichier est copié sur le serveur. Il ne le voit pas, hein, bien évidemment, mais ce fichier est remonté au niveau du serveur, ce qui fait que l'administrateur device lock eh bien, va savoir tous les fichiers qui sont sortis de son entreprise. Et d'autres entreprises utilisent en termes plus de, on va dire, de contrôle que de règles pures et dures, les audits pour dire, eh bien, on va dire que c'est plus de la prévention. On va avertir tous les utilisateurs, eh bien, que tous les fichiers qui sont déplacés sur clé USB ou imprimés ou encore envoyés par email, eh bien, sont audités. Et ce qui veut dire, eh bien, que l'administrateur device lock sait tous les fichiers qui sont sortis. Non, il y a un cadre bien légal, c'est-à-dire qu'il y a la charte informatique. Il faudra que vous précisiez que bien tous les fichiers qui sortent de l'entreprise, qui sont sortis par les postes clients, sont soumis à une vérification par l'administrateur, voire que indiquer que eh bien ces fichiers sont aussi dupliqués et que donc il faut quand même avertir les utilisateurs si on veut le faire légalement. Maintenant, je vais présenter un petit peu les consoles. Alors, c'est des consoles de type MSC, hein, ce qu'on trouve assez régulièrement dans les environnements de Microsoft. Pour l'instant, les clients DeviceLock ne fonctionnent que pour du Microsoft, hein. On n'a pas encore de version Mac ou Linux. Je sais qu'ils sont en train de développer une version Mac. Linux, je ne sais pas encore quand ça sera prévu. Mac, normalement, ça devrait arriver d'ici peu. Donc la console Enterprise, alors s'il y avait bien se lancer, comme je disais, permet d'installer le service, de configurer le service sur les machines distantes, voire de désinstaller le service, ou encore d'avoir un audit de tous les un rapport plutôt de toutes les permissions audits qui sont effectuées sur cette machine, ou encore d'avoir un log de tout ce qui a été, de tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé sur les machines. Sachant qu'au niveau de la découverte des machines, on a une découverte par rapport à un annuaire LDAP, par rapport computer, ça va être le scan NetBIOS, les OU de l'AD ou directement domain. Donc là, on va voir les différents accès au domaine. Donc après LDAP, on retrouve les OU. Et quand on déploie par exemple computer, on va retrouver sa liste de machines. Donc si je voulais désinstaller par exemple DeviceLock sur un ensemble de machines, je sélectionne mes machines, je fais
uninstall service et le bouton scan va en fait déclencher la tâche. En faisant un clic droit sur une machine, on peut définir un crédential différent. Par défaut, les logins et mots de passe qui sont utilisés pour l'installation de DeviceLock sont ceux de la session Windows. Maintenant, si on sait qu'on est, par exemple, si on est en workgroup et qu'on a des comptes admin différents selon les machines, on va pouvoir définir un compte spécifique pour l'installation. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un from file, donc c'est à partir d'un fichier, quand on a des machines qui ne sont pas vues sur le réseau, ou qui ne sont pas dans l'AD. Là, par exemple, j'ai un fichier où j'ai mis juste deux adresses IP l'une en dessous de l'autre, hein, et donc quand je charge à partir du fichier, bah, j'ai mes machines qui apparaissent avec l'adresse IP correspondante. Donc, par exemple, cette service setting va permettre de créer un fichier de configuration du service. Il comporte une extension DLS, hein, Device Lock Service. On verra que comme dans Node 32, on peut exporter, importer le fichier de configuration ou le déployer en push via la console entreprise. Donc si j'édite ce service, on va voir tout de suite via l'éditeur de configuration du service un peu tout ce qu'on va pouvoir faire comme type de règles sur DeviceLock. Alors en fait l'onglet, l'arborescence du service DeviceLock est divisé en trois parties. Service option, on va plus en fait parler de la configuration du service en lui-même, sans parler des règles. C'est-à-dire, est-ce qu'on lie la configuration à un certificat, ou dans ce cas-là, eh bien, on a un certificat privé sur le serveur, un certificat public sur les clients, et le fait de lier la configuration à un certificat, eh bien, si jamais un utilisateur se dit moi, on m'impose des règles DeviceLock, je vais faire le malin, je vais installer DeviceLock chez moi, puis je vais me créer un fichier de configuration qui m'autorise tout. Bah, du fait qu'il n'aura pas accès au certificat, public qui correspond au privé, ça ne fonctionnera pas. De la même manière que quand on définit un admin DeviceLock, on a beau être administrateur local de son poste, on ne pourra ni arrêter le service DeviceLock, ni désinstaller DeviceLock. Le seul moyen de chanter DeviceLock, ce serait de démarrer sur un CD de boot Windows, où on va, avant même le démarrage de Windows, eh bien, supprimer le service, désactiver le service. Enfin, va falloir commencer à y aller sévère, entre guillemets. Donc ensuite, après, les différentes choses qu'on peut configurer dans cette partie service, c'est aussi les messages spécifiques. Quand on a un utilisateur qui est bloqué par rapport au contenu du message, en lecture, en écriture, par rapport au protocole, etc. Donc après, là, ce que je disais, c'est la possibilité d'ajouter des administrateurs, hein, DeviceLock. Et alors, quand on donne le full control, ça veut dire que l'admin DeviceLock va pouvoir même ajouter de nouveaux admin DeviceLock. Le change, bah, ça sera un contrôle avec la possibilité de modifier les services, et read only, c'est juste de la lecture seule. Ensuite, dans l'encryption, on a une liste de logiciels qui sont comment dire, compatibles avec DeviceLock, puisqu'on verra qu'on peut créer des règles différentes selon que le fichier ou la clé USB, etc., est cryptée ou pas. Et donc, si elle est cryptée par l'un de ces logiciels, eh bien, DeviceLock va reconnaître que la clé est cryptée par l'un de ces logiciels. Et si on a dit, par exemple, une règle où on a dit, eh bien, je refuse de faire une copie d'un fichier sur clé USB quand la clé n'est pas cryptée, mais j'autorise quand elle est cryptée, eh bien, si c'est l'un de ces logiciels qui est utilisé pour le cryptage, ça va fonctionner sans problème. Donc, au niveau des différents périphériques, des devices, au niveau des permissions, donc ce sont tous les périphériques, ports et périphériques que l'on peut paramétrer au niveau des droits. Donc on peut le faire directement au niveau des ports USB. Par défaut, tout ce qui est clavier souris est quand même autorisé. Ensuite, on peut plus paramétrer au niveau des périphériques amovibles.
Après, bon, voilà, on a aussi tout ce qui est iPhone. Alors, si on prend un iPhone, par exemple, on voit qu'on a un niveau assez élevé de ce qu'on peut autoriser ou pas, hein, parce qu'on voit qu'on peut autoriser, par exemple, le calendrier, mais pas les contacts, etc. Alors, on n'a pas la même chose pour Android. Ça arrivera peut-être dans une nouvelle mise à jour. Pour l'instant, on a iPhone, Palm, Windows Mobile et puis BlackBerry. Donc l'auditing et copie masquée, bah, comme je vous l'indiquais, si on ne veut pas complètement bloquer, mais par contre auditer les accès, eh bien on va pouvoir auditer tout ce qui est par exemple removable. Donc comme vous le voyez, hein, on peut utiliser des règles par rapport à des groupes de l'Active Directory spécifiques. Ce qui fait que si tous les postes du domaine sont équipés de device lock, l'utilisateur aura beau essayer de faire sa manipulation de différentes machines, les droits vont suivre l'utilisateur. Vous voyez, là, il y a la même possibilité que dans l'ouverture de session dans l'Active Directory de faire un eurodatage pour dire, eh bien, j'autorise de telle heure à telle heure et je refuse de telle heure à telle heure. Enfin, là, on n'est pas sur les règles de refus ou d'accès, d'autorisation ou refus d'accès, mais sur la partie audit. Alors après, on a la possibilité quand même de mettre une USB device whitelist. Ça, c'est dans le cas où, j'ai eu le cas par exemple la BNP qui utilise DeviceLock. Alors en termes de clients pour DeviceLock, comme vous l'avez compris, vu que c'est un logiciel de sécurité assez poussé, et ça va être, pour l'instant, on a beaucoup de banques, l'armée française, on va avoir des entreprises qui traitent des fichiers un peu sensibles, donc le milieu médical. Après, ça peut être des cabinets d'avocats, architectes, comptables, etc., qui peuvent être intéressés par ce genre de logiciel, puisque traitant des données un peu critiques et confidentielles. Et donc l'USB whitelist permet d'ajouter des périphériques USB dans une liste blanche pour que ceux-ci soient autorisés. Et je commence à donner l'exemple de la BNP qui m'avait appelé un jour parce qu'ils utilisaient DeviceLock et qui se rendaient compte qu'ils voulaient en plus de DeviceLock utiliser aussi le fingerprint de leur laptop, donc le lecteur d'empreintes qui était avec des portables HP, si je dis pas de bêtises, et le lecteur d'empreintes ne marchait pas. Et ils soupçonnaient DeviceLock de bloquer le lecteur d'empreintes, ce qui était le cas, puisqu'en fait maintenant dans beaucoup de portables, eh bien les périphériques internes sont en fait des connectiques USB. Le lecteur d'empreintes effectivement était bloqué par DeviceLock, et en ajoutant le modèle, puisqu'on peut faire des whitelists par rapport au modèle, par rapport à leur ID unique ou par rapport à tous les types. Et, euh, donc en autorisant le modèle pour ce fingerprint, le lecteur d'empreinte, eh bien, en créant cette règle, le lecteur d'empreinte s'est mis à fonctionner normalement. Donc on a la même chose avec les médias, c'est-à-dire que si on bloque le lecteur DVD CD, on va pouvoir définir quand même des CD qui seraient dans une liste blanche. Je ne sais pas s'il y a un CD applicatif spécifique à l'entreprise et qu'on veut refuser toute la lecture de n'importe quel type de CD sauf celui-ci, on va pouvoir l'ajouter à la media whitelist. Le Content Aware Rule, lui, alors qui permet d'agir au niveau de la couche des fichiers. Alors, en créant des règles, on va pouvoir voir qu'on va pouvoir. Alors là, je suis sur Alt type, mais on peut faire des règles par rapport au type de fichier. Donc là, on va avoir entre guillemets les types de fichiers les plus utilisés. Si par contre on utilise un type de fichier qui n'est pas dans cette liste, on va faire add group. Et là, vous allez voir que généralement, on trouve le fichier, l'extension ou le type de fichier en question. Et on peut créer aussi après ses propres groupes. Donc, là, je vais le faire pour un groupe A, par exemple. Hop.
et comme je disais, la possibilité de créer des groupes par rapport à un mot-clé. Alors ça, c'est quand on a le module Content Lock, puisque maintenant, autant la version 6, c'était une seule version Device Lock qui comprenait tout, autant la version 7, qui comprend ces deux nouveaux modules, le Content Lock et Network Lock, ces deux modules sont optionnels. Donc quand on dispose du content lock, la vérification du contenu des fichiers, on va avoir accès au type keyword et dire eh bien je refuse, alors le nom ça va être test par exemple, et puis la condition ça va être le mot par exemple confidentiel. Et donc dès qu'un document qui comportera le mot confidentiel sera alors test, type, voilà, faire add. Et donc, eh bien, dès que le mot confidentiel sera détecté dans un fichier, et bien sur mes clés USB, par exemple, je vais refuser la copie pour le groupe A. Voilà un peu le type de fonctionnement. Donc maintenant, dans la version 7, on a cette nouvelle partie qui est protocole, et on va faire la même chose, on va pouvoir créer ce même type de règles pour un accès webmail, des accès aux réseaux sociaux, un envoi d'email via un envoi SMTP, donc depuis n'importe quel type de client, un Outlook ou autre. Les accès en FTP, en HTTP, on va pouvoir régler, mettre des règles sur les différents types de protocoles réseau. Avec les mêmes fonctionnements de pouvoir auditer ou faire une copie masquée de tout ce qui est sorti via ces protocoles, avec toujours la même possibilité de mettre une whitelist ou de créer des règles par rapport au contenu des fichiers ou du type de fichier par rapport à tout ce qui sort via du SMTP, webmail, etc. Oui, avec HTTP, c'est du tout ou rien, sachant qu'on pourra quand même mettre... alors, HTTP, hein, c'est... ah non, on a un peu plus que du tout ou rien. C'est send, receive data, post, envoyer une requête ou sortir un fichier. Mais sachant que si vous faites... vous appliquez des règles, après, avec la whitelist, si je dis pas de bêtises, normalement, il y a la possibilité d'ajouter... en whitelist peut-être un site spécifique ou alors si je par exemple HTTP, voilà, vous allez pouvoir ajouter un domaine spécifique ou une adresse IP spécifique ou voir des ports qui seraient autorisés. Donc c'est du tout ou rien plus ou moins, puisqu'avec la whitelist vous pouvez quand même vous mettre des exceptions. Alors voilà pour la console entreprise, je vais présenter rapidement la console de management. Donc la partie serveur, quand on veut récupérer des logs, etc., demande un SQL Server, sachant que le SQL Server peut être un SQL Express qui est gratuit, hein. C'est le cas pour mon environnement de démo, c'est un SQL Express et tout fonctionne nickel. Donc sur la partie serveur, si je me connecte à mon serveur qui est en local, qu'est-ce qu'il me dit lui? Donc on va avoir au niveau de ce serveur la possibilité de récupérer les différents audits qu'on a effectués. Donc par exemple là on voit que dernièrement j'ai testé pas mal d'accès webmail qui ont été refusés. Et comme vous pouvez le voir, on a un log détaillé de l'audit, puisqu'on voit le remote host, l'utilisateur qui a testé, pour pour quel processus, et l'heure exacte de l'audit. Ah, d'ailleurs, c'était même pas moi, je vois que c'était un collègue qui s'est fait jeter et qui allait sur du...
du webmail. Donc on va voir aussi comment dire, un log de toutes les copies masquées. Donc là par exemple j'ai fait une copie masquée d'un envoi de mail d'une pièce jointe qui contenait le mot confidentiel. C'était une règle que j'avais testée et effectivement j'ai eu un fichier UML qui a été récupéré sur le serveur. Il suffit de faire save et de sauvegarder son fichier UML. Et si on regarde ce fichier UML, et bien on voit que la pièce jointe contient le mot confidentiel. Ensuite, dans cette partie, on a la possibilité aussi de faire du monitoring pour savoir bien, les différentes machines qui sont démarrées, qui sont éteintes, d'avoir un petit peu un monitoring des différentes machines sur lesquelles est installé le service DeviceLock. Donc, maintenant, au niveau de la partie service, on va pouvoir se connecter à une machine spécifique. Donc, je vous propose peut-être de faire une petite démo d'une des règles pour vérifier que ça fonctionne pas bien. Donc, je vais me connecter à la machine Leonis, par exemple. Alors, je crois qu'au niveau des protocoles, c'est des machines virtuelles, donc au niveau des clés USB, ça va être un peu plus compliqué à tester. Par contre, les protocoles ne devraient pas y avoir de souci. Par exemple, alors, Social Network Full Access. Alors, si je prends la machine Leonis, ça voudrait dire que je dois pouvoir accéder à Facebook. Alors là, je crois que j'ai même dû désactiver le HTTP. Ouais, ça a l'air d'être le cas. Ah. Alors, vous voyez, en fait, j'ai mis hello ici, donc c'est autorisé. Par contre, on voit que j'ai des plages en blanc. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On est mercredi, donc c'est à cause de ça. Et si je remets ces accès-là, je fais apply, normalement déjà, Internet devrait refonctionner. Donc, si je fais actualiser, vous voyez, il y a un message, il nous donne access, pour ce message qui est personnalisable, etc. Donc, si j'essaye Facebook, hop. Donc ici on voit que Facebook fonctionne. Alors je ne sais plus s'il faut être authentifié ou pas. On va le voir tout de suite. C'est si maintenant je le désactive. Hop. Que je fais actualiser. Voilà. Le Facebook, il n'est plus accessible. Je ne sais pas après si j'avais fait un audit aussi pour cette machine. Ça a l'air d'être le cas. Protocole auditing. Ah, j'ai pas à configurer les audits. Si je fais audit, c'est pour tout le monde. Tac, tac. Alors, apply. Ah. Je réessaye, un F5. Là, normalement, dans mon audit log viewer, d'ici peu, je devrais avoir une entrée comme quoi l'accès, mais ce ne sera pas du webmail, mais du social network qui a été refusé. Oui, effectivement, c'est les mises à jour de DeviceLock qui permettent, si demain, effectivement, il y a un nouveau réseau social ou un nouveau, je sais pas, éditeur qui crée un accès à un webmail, c'est les nouvelles versions de DeviceLock qui vont faire en sorte que ce nouveau
réseau social ou ce nouveau webmail est pris en charge par DeviceLock. D'ailleurs, on a Google Plus qui est sorti là en termes de réseau social, qui n'est pas encore pris en charge par DeviceLock. Et normalement, généralement, assez rapidement, DeviceLock va sortir une version, je pense là d'ici peu, qui devrait prendre ce nouveau réseau social en charge. Voilà, là, j'ai eu 3 failures sur mes social networks, donc l'audit fonctionne bien. Non, c'est vraiment une nouvelle version, généralement une version mineure, mais qui va apporter s'il y a un nouveau, par exemple, un nouveau outil de cryptage qui est pris en charge, ou s'il y a un nouveau réseau social, etc. C'est donc c'est une nouvelle version mineure de DeviceLock qui va les prendre en charge. Sachant que pour mettre à jour, il y a des fois, c'est soit on fait une installation du service via la console entreprise et il va faire la mise à jour, soit des fois, si on est par exemple sur une version 7 au niveau du serveur et qu'on se connecte ici à un computer qui est en version 6, il va dire tout de suite que le client ne correspond pas, la version du client ne correspond pas au serveur et va vous proposer de le mettre en version 7. Et donc pour une machine, comme vous voyez, en faisant un clic droit, on a la possibilité de charger la configuration du service par rapport au fichier DLS, ou de sauvegarder le fichier en extension DLS, voire de créer un fichier MSI qui va en même temps avoir la configuration du poste en question, etc. Au niveau des mises à jour, non, non, c'est assez rapide au niveau de l'installation ou même de la mise à jour d'une version 7.1 et une version 7.2 par exemple. Surtout qu'avec l'outil pour monitorer les postes, on peut tout de suite se rendre compte de la version des machines, etc. Voilà, on a ici la version du service. Donc la possibilité après de générer des rapports au niveau des audits, quels sont les utilisateurs qui sont faits le plus refuser, ou quels sont les périphériques, les différents accès qui ont été le plus refusés. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Si la possibilité, lorsque par exemple vous avez il y a un DeviceLock installé sur le parc d'une société, et puis que le patron est avec son portable chez lui. D'ailleurs, juste une petite chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'on a la possibilité, quand on crée des règles, par exemple pour les permissions, euh, de créer des règles donc euh, offline permission, où ici on a manage offline. En fait, dès qu'on va voir le mot offline, c'est pour créer des règles qui seraient différentes selon qu'on est connecté au domaine ou qu'on ne l'est pas. Alors par défaut, le offline, c'est les mêmes règles que online. Par contre, si on en définit des spécifiques et différentes de online, eh bien quand on sera déconnecté du réseau, on aura donc des permissions différentes. Donc ça, c'était juste un petit aparté par rapport à ce que je disais. Sinon, donc, imaginons le patron d'une société sur laquelle il y a le service DeviceLock, et puis il est sur un rendez-vous, et un rendez-vous clientèle, et ce client lui passe une clé USB qu'il a absolument besoin de lire, et DeviceLock lui refuse l'accès à cette clé. Alors sur chacun des clients, alors je vais reprendre ma machine Leonis, dès qu'on installe le service DeviceLock, on a dans le panneau de configuration la possibilité de demander des accès temporaires ou de charger un nouveau service, on va dire, ou plutôt un nouveau paramétrage du service. Donc soit on voit un accès temporaire à une clé USB, etc. Soit on peut directement importer des nouveaux paramètres. Alors pour ça, là, par contre, vu que c'est des accès sur clé USB, que c'est une machine virtuelle, j'en ai pas de branché. Mais en gros, comment ça se passe, c'est qu'il va indiquer la clé USB sur laquelle il veut avoir accès. Et puis, quand il va demander cette clé, DeviceLock va lui donner un code. Ce code, il va le donner par téléphone à l'administrateur DeviceLock. Et de son côté, l'administrateur DeviceLock, il a un petit outil qui est
Device Lock Signing Tool. Il rentre le code que lui a donné le patron par téléphone, il définit si les accès, il veut les donner jusqu'à ce que la clé soit dépluguée ou jusqu'à ce que l'utilisateur se délogue ou pendant une durée spécifique. Et derrière, il génère un code de déblocage qu'il donne par téléphone au patron et ça va permettre de débloquer la situation. Alors, une petite info aussi, c'est que le device lock apparaît dans les GPO, ce qui veut dire qu'on peut aussi déployer la configuration du service dans une GPO. Au niveau de la configuration ordinateur, en fait, on va avoir, alors je le fais, j'ai peut-être pas le service device lock installé sur ce poste en question, vu que c'est le serveur. À la rigueur, je vais regarder. Et voilà, on a l'onglet device lock qui, dans la GPO, permet de configurer directement l'ensemble des machines, si on veut éviter le push. Après, c'est la méthode qui nous convient le mieux qu'on choisira. Est-ce que avec cette présentation, vous voyez déjà un peu plus tout ce que vous permet de faire ce logiciel? Donc après, il y a la possibilité de télécharger sur le site devicelock.com/fr une version d'évaluation ou de oui, oui, c'est un outil puissant effectivement qui permet vraiment d'aller loin sur ce qu'on veut autoriser ou pas. Et ce que je disais, c'est que vous avez la possibilité de tester le logiciel. Alors vous avez directement une version trial sur le site devicelock.com/fr, mais par contre cette version trial ne possède pas le module Content Lock et Network Lock. Si vous voulez aussi tester ces deux modules, il faut s'adresser aux commerciaux de chez Athena et leur demander une clé qui peut être une clé 30 jours, 60 jours. Ouais, effectivement, plutôt que une changement de version, d'avoir peut-être un système de mise à jour régulière qui effectivement ajoute des nouveaux types de fichiers si on a un nouveau type de fichier qui est arrivé sur le marché ou les nouveaux réseaux sociaux, etc. Malheureusement, pour le moment, c'est que les différentes versions mineures qui permettent d'avoir ces nouvelles fonctionnalités. Non, on n'a pas comment dire c'est pas non plus un proxy, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus un contrôle parental sur, par exemple, le contenu adulte, etc. Donc le HTTP, comme je vais montrer, c'est soit on le met en place pour un groupe d'utilisateurs ou tout le monde, et on a ces différents types de règles qu'on va pouvoir mettre en place, donc soit sur l'envoi-réception des données, soit l'envoi d'une requête ou la sortie d'un fichier en HTTP. Et maintenant, après, les exceptions qu'on va pouvoir gérer, c'est au niveau de la wait. Mais bon, ça, c'est quand même un produit qui fonctionne bien, qui permet d'aller loin. Et effectivement, je pense que c'est pas tous les clients qui sont au courant que ce genre de logiciel existe et qui pourtant peut répondre à pas mal de besoins dans des sociétés où on est susceptible de traiter des documents sensibles. Je pense que comme les produits de sauvegarde à l'époque n'étaient pas encore comment dire démocratisés dans toutes les sociétés, PME, etc. Et je pense que au fur et à mesure du temps, eh bien même les patrons qui ne sont pas spécialement calés en informatique comprendront et ont eu par rapport à des retours, du bouche à bouche, etc. savent que la sauvegarde de leur serveur, de leur machine est importante. Autant, bah, je pense que DeviceLock, ça va venir aussi, c'est que la fuite des données, on en entend de plus en plus parler, hein. On a eu des coups assez médiatiques avec Renault, etc., qui font que ce genre de produits vont être de plus en plus démocratisés. Non, au niveau des ressources, hein, très très peu gourmand. Je crois que c'est
Je sais plus si c'est une trentaine, quarantaine de mégas, si je dis pas de bêtises, mais très peu gourmand. Alors, si je regarde sur cette machine cliente, hein, ouais, il est à 50 mégas. Bon, bah, alors, du coup, ça peut être effectivement un logiciel qui répond. Ouais, ok. Bah après, c'est vrai que c'est pour l'instant c'est vrai que les sociétés qui connaissent ce type de logiciel, c'est des grosses sociétés qui traitent des documents sensibles, type les banques, l'armée, etc. Eux, vu que c'est des problèmes qui existent depuis longtemps, forcément ils se tiennent au courant sur l'actualité, les possibilités offertes par les différents logiciels à ce niveau-là. Et effectivement, il y a que pour l'instant ce genre de sociétés qui sont un peu au courant qu'on a ces moyens d'aller assez loin dans les filtres qu'on veut mettre en place au niveau de ce qu'on veut entrer ou sortir de l'entreprise. Et maintenant, c'est vrai qu'avec les formations aussi qu'on fait nous au niveau de nos revendeurs, de plus en plus de revendeurs en discutent avec des clients et c'est ce qui peut les intéresser. Alors niveau prix, en ce moment, on fait une promo. Euh, tac, tac, tac. On fait une promo au niveau du prix standard public pour les trois modules. Je crois que c'est 100 € par poste. Le module où on va gérer que enfin sans le network lock et content lock, je crois qu'il est environ à 30 € prix public pour un poste. Après, plus on prend de postes et plus le prix est dégressif. Donc ça, le prix public sans promo, hein, c'est 30 € pour le module de base. Et après, je crois qu'un des modules doit être encore de 30 € et l'autre de 40, ce qui fait qu'on arrive, si on prend la solution complète avec les deux modules à 100 €, mais ça c'est vraiment le tarif public, sachant qu'en ce moment pour nos revendeurs qui ont déjà des réductions, on a fait cette promo là. Je sais pas si vous avez reçu le communiqué. Alors je suis en train de voilà, je suis en train de le sortir. Hop. Alors, on fait en ce moment, on fait 30, je crois, 70% par rapport au, euh, au logiciel de base, ensuite 30% sur le module Network Lock et 50% sur le Content Lock. En ce moment, on fait une offre promotionnelle de lancement de la V16 de la V7 qui est plutôt intéressant. Une fonction qui peut désactiver un temps donné pour des problèmes d'accès. En fait, l'admin device lock, lui, va pouvoir soit complètement désactiver le service, soit aller dans les règles de la machine en question et puis tout désactiver sur les différentes règles qu'il a mis en place, ou directement, plutôt que de se prendre la tête effectivement à éditer charger par exemple un service. Je pense que ça peut être une solution qui peut être rapide. C'est charger un service où on autorise tout. Ou en gros, par défaut, le service, quand on le déploie sur un réseau, il n'est pas configuré. C'est-à-dire on ne refuse rien, le fonctionnement de la machine n'est pas perturbé, et lorsqu'on le déploie avec une configuration par défaut, eh bien la configuration du poste n'est en rien affectée par le service device lock. Donc on pourrait exporter une configuration qui ne voilà hein, qui ne configure rien, qui ne fait rien au niveau des protocoles, des périphériques, etc. Ensuite, se crée un fichier de configuration qui lui va mettre en place les règles que l'on souhaite. Et puis le jour effectivement où il y a besoin d'installer un logiciel ou de faire une configuration spécifique et on se dit que DeviceLock pourra nous embêter, on charge le service qui autorise tout et là on n'a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au produit? Ok. Je vous remercie pour la participation à cette présentation.
Et puis donc, je vous souhaite donc une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.